Avec vous sur Sud Radio pour les débats comme tous les jours entre 11h moins le quart et midi avec aujourd'hui Nicolas Jeannetet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur des Centristes, conseiller de Paris. C'est une première, on est ravis de vous accueillir. Merci. Judith Weintraub, une grand reporter. C'est pas une première. Vieille routière. Grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour quand même. Bonjour, chère Judith. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Michel. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et tous. Et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour, cher Éric. Gérald Darmanin se rendra demain à la manifestation des policiers. Est-ce que c'est bien sa place? Ça nous permettra de parler également des revendications des policiers, puisque vous le savez, les tirs de mortier continuent. C'était hier à Argenteuil. Est-ce que c'est un problème de réponse pénale? Et puis hier, on n'a pas eu le temps de parler de LR. Je sais, ça vous a manqué. Le grand déchirement. LR est-il devenu un parti inutile? On pose cette question. Et puis on aura bien d'autres sujets, je pense, qui vont nous amener sur d'autres pistes, parce qu'on a tous des coups de cœur et des coups de gueule qui vont nous faire réagir. Nicolas, on va commencer avec vous. Allez, mon coup de gueule. Votre coup de gueule, oui. Mon coup de gueule, c'est contre cette incapacité qu'ont les pouvoirs publics, et notamment la préfecture, la mairie de Paris, l'ARS, à enrayer ce phénomène incroyable qu'est le développement du crack à Paris, et notamment avec un dernier événement hier où on passe de la place Stalingrad pour enfermer les craqueurs au jardin des Halles. Juste deux petits mots sur... Donc un jardin public. Un jardin public, bien évidemment. Juste deux mots sur le crack. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, il faut que tout le monde le sache, les auditeurs le connaissent peut-être pas. C'est des petits cailloux qui sont vendus. Et alors, il y a deux caractéristiques. Alors, ça se fume ou ça s'injecte. Il y a deux caractéristiques. C'est une drogue qui est extrêmement pas chère, puisque le gramme, c'est 50 €, mais on peut trouver des petites doses à 10, 20 €. Et deuxièmement, c'est une drogue extrêmement addictive, à tel point que souvent les dealers la proposent gratuitement à des jeunes consommateurs les premières et deuxièmes fois. Ils savent pertinemment qu'ensuite, la troisième fois, ils vont venir en acheter, mais dans l'heure qui suit ou dans les heures qui suivent. Donc c'est un véritable problème qui est apparu dans les années 80, qui était contenu dans des squats, et qui a pris de l'ampleur, et qui après s'est retrouvé sur la fameuse colline du crack, qui était un terrain vague, coincé entre deux bretelles du périphérique, qui est un endroit immense. Je me suis rendu moi plusieurs fois. On y dormait, on y vend, enfin c'était un vrai trafic, c'est une ville dans la ville. La police a souvent essayé de déloger cette colline du crack, mais on voyait d'ailleurs dans les images à la télévision, à peine le dernier coup de balai de service propreté de la ville de Paris qui s'est nettoyé un peu le site, on voyait des hordes de craqueurs arriver avec des tentes et s'installer. Bon. Et en 2019, la police a décidé définitivement de fermer ce site. Ils l'ont fermé, mais sans solution, puisque les craqueurs se sont éparpillés dans 3 arrondissements de l'Est parisien, le 10e, le 18e, le 19e. Aujourd'hui, les associations estiment qu'il y a 5000 craqueurs dans ces arrondissements, qui sont aujourd'hui dans les rues, qui se piquent, qui fument, qui achètent leur dose. Moi, j'ai habité 20 ans dans le 19e, et ce week-end, je revenais, j'étais saluer mon frère, je suis revenu en vélo, et j'avais jamais vu ça. Place du colonel Fabien, des hommes qui, aux yeux de tout le monde, aux yeux des enfants, étaient en train, naturellement, en pleine journée, de se piquer. Voilà. Et alors, troisième événement, donc tout était centralisé autour de Stalingrad, qui était la pointe, le lieu de deal, puisque Stalingrad a toujours été connu comme un lieu où on achetait du shit, de la cocaïne. Et là, on vendait bien évidemment du crack. Et donc, les consommateurs viennent acheter leur dose à Stalingrad, s'injectent cette dose dans les 100, 200, 300 mètres autour de là, et ça devenait insupportable. Les habitants, on l'a vu, ont manifesté. Avec des casseroles, etc. Et réponse hier, alors là c'est mon coup de gueule, réponse hier du ministère, écoutez, on va fermer Stalingrad, et on va les mettre à 100 mètres plus loin, dans le jardin des Halles, mais encore une fois, sans solution. Enfin, c'est aberrant qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne soient pas capables de résoudre ce problème. Là, vous citez Paris, je pense que ça doit être le cas dans certaines autres grandes villes. Ça commence comme à Marseille, et ça va. C'est une drogue, mais c'est terrible, cette drogue. Il faut en prendre conscience. On a vu, ça a un effet immédiat et extrêmement violent. Extrêmement violent et très court. Et qui rend violent. Et qui rend violent. Oui. Voilà. Alors, Michel Taube, vous vouliez réagir? Oui, pour dire qu'en fait, j'ai des proches qui habitent tout près de Stalingrad. Et comme on va parler aujourd'hui de mortier, il y a des riverains qui sont tellement exaspérés
par la situation qui se passe autour de la place Stalingrad qu'il y a eu il y a quelques jours un tir de mortier pour faire fuir, entre guillemets, ces trafiquants de drogue. Et il semblerait que les mortiers soient partis de riverains dans un immeuble d'habitation qui, étant complètement désespérés et face à l'absence de la police, font un peu fait la police eux-mêmes. Et ces riverains se sentent aujourd'hui en danger parce qu'ils craignent des représailles de certains de ces dealers. Mais c'est vrai que c'est terrible et il y a une co-responsabilité du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la ville de Paris, qui depuis des années n'a absolument pas fait ce qu'il faut en matière et de police municipale, mais aussi de prévention et de présence sur le terrain. Donc c'est véritablement scandaleux et il faut le dénoncer. La mairie de Paris a lancé en 2019 un plan anti-crack de 9 millions d'euros sur 3 ans, mais qui était uniquement destiné en fait à évidemment soutenir les associations parce qu'elles font un véritable travail, il faut le reconnaître, sur place pour les associations et trouver des places d'hébergement. Je crois que 150 places d'hébergement d'urgence ont été trouvées, mais aujourd'hui la réponse elle n'est pas là. Enfin, alors Éric Vérac, vous habitez pas très loin non plus. Moi, je suis à Belleville, c'est le même arrondissement, qui est touché, mais en réalité, c'est pas le même quartier complètement, et qui présente des problématiques différentes, puisque nous n'avons pas de crackers, mais vous savez, c'est le secret à Paris. Mais je trouve bien, si vous voulez, qu'il y ait de longues explications pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Paris et qui ne mesurent pas l'effet taille de la ville. C'est vrai qu'à Paris, vous avez des quartiers qui, à 100 mètres de distance, ne vivent pas du tout la même réalité quotidienne. Absolument. Mais c'est bien qu'on explique ce qui se passe en effet dans des quartiers comme Stalingrad, comme la colline du Crac, qui présentent un caractère massif, industriel en quelque sorte, qu'il est difficile d'imaginer, même quand on habite des villes sinistrées comme Avignon, certains quartiers de Montpellier, certaines zones en région. La densité et l'intensité des problèmes parisiens, elle est hors norme. Même à Marseille, je pense qu'il y a des difficultés qui sont moindres. Et on est un peu confronté à un problème massif qui n'est pas nouveau, qui est qu'est-ce qu'on fait de ces 5000 personnes probablement plus à mon avis, qui sont dépendantes, qui sont en état d'addiction et qui sont dans une telle addiction qu'elles ne peuvent pas travailler. Ce sont des gens qui sont tellement esclaves de la drogue qu'ils ne peuvent pas avoir de vie professionnelle. C'est un sujet... Et c'est un sujet, vous évoquez la mairie de Paris, mais c'est un sujet national, c'est un sujet politique. C'est un vrai sujet politique. Judith. Non, ça c'est une partie du sujet. L'autre partie, mais je ne veux pas anticiper sur ce qui va nous occuper dans l'essentiel de l'émission, c'est évidemment la réponse pénale. Le fait que des gens très jeunes, des mineurs, soient utilisés pour le deal parce que les chefs dealers savent très bien que en deçà d'un certain âge, on ne risque rien. Tant que ça durera, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il y a quand même, puisque je vois qu'on embraye sur les débats, j'en profite pour dire, on le retirera tout à l'heure, j'en profite pour dire qu'il y a quand même un problème de stratégie policière. Parce que la police nationale à Paris, elle sert d'abord à protéger les lieux de pouvoir, ensuite elle intervient lorsqu'il y a des atteintes aux personnes graves, et elle n'a pas de stratégie de prévention. Donc, pour qu'un policier se déplace dans le 19e arrondissement, par exemple, il faut qu'il y ait mort d'homme. Tant qu'il n'y a pas eu de violence terrible, les policiers n'interviennent pas. C'est un sujet. Mais on va revenir. En même temps, la solution, elle est presque simple. C'est d'abord, il faut assécher le réseau des dealers, et donc tolérance zéro sur les dealers. Il suffirait que pendant un week-end ou une semaine, il y ait des policiers partout dans ces 3 arrondissements, à tous les carrefours, qu'on arrête tous les dealers, comparution immédiate, prison. Alors après, on n'a pas cette place dans les prisons. Prison ou centre éducatif fermé. Ou centre pour les mineurs. Je suis pas. Judith, entièrement d'accord. Je suis pas pour un régime qui renferme. Et puis deuxièmement, pour effectivement, ce qui sont les drogués, qui sont les consommateurs, il faut, c'est pas les 300 places d'hébergement thérapeutiques qu'on va trouver, il faut là aussi, je pense, ouvrir des centres fermés de désintoxication en dehors de Paris, où on emmène ces gens pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pour les désintoxiquer et les réapprendre à vivre avant ensuite de recréer un lien social. Mais enfin, il y a une telle chaîne qui est en place et une telle organisation. On a une auditrice, Marie, qui dit c'est pas qu'à Paris, ça existe même dans les petits villages en province. Tout le monde est au courant, mais c'est la loi du silence.
violence. Et puis, on va évoquer avec votre coup de gueule dans un instant, Judith, aussi la suppression à Villejuif de la brigade canine DLBD, qui effectivement sont aussi dans ce sujet du maintien de l'ordre sur la voie publique. On y revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour les débats. Restez avec nous. Vous pouvez nous appeler si vous voulez réagir aux différents sujets que nous allons évoquer. 0826 300 300. On est avec Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Nicolas Jeanneté, directeur des Centristes, conseiller de Paris. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Et Éric Vérac, fondateur, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. On va évoquer la manif des policiers demain avec Gérald Darmanin qui a annoncé qu'il s'y rendrait et le ministre de la Justice qui lui a dit qu'il sortirait saluer les policiers. C'est le syndrome de Stockholm, c'est un peu ça. Tir de mortier à Argenteuil, ça continue encore et encore. Est-ce que c'est la réponse pénale qui pose question? On en a un peu parlé avec ces histoires de crack. Et puis LR, le grand déchirement, on y revient également. On continue. Michel Taube, c'est un coup de gueule? Oui, alors j'aurais pu parler en tant que fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, j'aurais pu parler de la Caroline du Sud où le gouverneur républicain a décidé de rétablir les pelotons d'exécution comme une des deux voies d'exécution des condamnés à mort. Il n'y avait plus d'exécution en Caroline du Sud depuis plusieurs années et là il a décidé de s'y remettre. Mais je voulais pousser un coup de gueule sur la direction des grandes entreprises françaises. On a à ce jour que deux femmes une femme qui est à la présidence d'une des 40 entreprises du CAC 40. Et s'est joué une bataille onirique depuis maintenant quelques semaines pour la direction de Danone. Et était en lice notamment une femme, Nathalie Ross, qui avait toutes les conditions d'expertise, de compétences, qui étaient soutenues par beaucoup, notamment au sein de l'entreprise Danone, de personnes qui soutenaient en fait sa candidature. Et finalement, ils ont choisi Antoine de Saint-Affrique, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, je n'en doute pas, mais qui effectivement continue à maintenir ce qu'on appelle un peu l'entre-soi et le fait qu'encore une fois, le plafond de verre dont on parle beaucoup en politique, mais concerne aussi la direction des entreprises françaises. Il y a 10 ans, avait été instaurée la loi Copé-Zimmermann qui imposait, entre guillemets, 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. La loi Sauvadet, 2 ans après, qui imposait, entre guillemets, 40% de femmes dans les directions d'établissements publics. Y a-t-il 40% de femmes dans les conseils d'administration des hôpitaux, des bibliothèques, des musées, des établissements scolaires? Non, évidemment. Et ben, pour ce qui est du haut du plafond de verre, on en est évidemment très très loin. Je ne connais pas suffisamment le sujet, en l'occurrence des candidats, parce qu'après, c'est compliqué toujours, Judith. Comme toujours dans ces histoires de représentativité des instances dirigeantes, que ce soit politique ou en entreprise, le problème ne se traite pas en aval, il se traite en amont. C'est pas quand vous avez le choix de la nomination qu'il faut dire on va prendre la femme parce que c'est une femme plutôt que l'homme. C'est au niveau de l'éducation, convaincre les filles qu'elles ont vocation autant que les hommes à occuper des postes de responsabilité, des postes de pouvoir. Casser cet entre-soi, effectivement. Alors là, c'est plutôt du point de vue sociologique que les classes sociales ne se reproduisent pas. Vous savez que c'est là des gros problèmes du système éducatif français, c'est que non seulement il ne réduit pas les inégalités sociales, mais il les aggrave depuis quelques années. Et ça, c'est notre grand échec. Mais Judith, vous avez dit une chose très très importante. Vous avez parlé des lieux de pouvoir, les lieux de pouvoir, et la question de la direction générale, du PDG, du patron. C'est là le lieu du pouvoir. Oui, et c'est là mais c'est le bout de la chaîne. C'est là, ça bloque le plus. Et la deuxième chose que je veux dire qui est très importante, c'est que Danone, c'est pas n'importe quelle entreprise. Danone, c'est la seule multinationale qui s'est dotée du concept d'entreprise de mission.
C'était dans la loi Pacte de Bruno Le Maire. Danone n'est pas une entreprise comme les autres. Elle a voulu et elle veut être une entreprise de mission, c'est-à-dire dont l'objectif est autant de faire du profit que d'être excellente en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, de respect de l'environnement, de respect de la part. Donc elle ne donne pas l'exemple, c'est ça? Oui, elle ne donne pas l'exemple, mais bon, peut-être que Monsieur de Saint-Afrique était plus compétent que Madame Ross. Je veux dire, vous n'en savez rien. Il ne faut pas non plus... sous prétexte que... Voilà, c'est ça. C'est là où je vous dis qu'on ne connaît pas les différents candidats et que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les compétences des uns et des autres. Bien sûr, mais la question, c'était à compétence égale. À compétence égale. Oui, mais vous ne savez pas si elle a les compétences égales. C'est toujours un peu, c'est toujours compliqué. Vous partez d'un a priori qui est que forcément elle était meilleure que lui. On n'en sait rien. C'est pour ça que c'est compliqué de juger. De dire c'est dommage qu'elle n'ait pas été élue, qu'elle n'ait pas été nommée. Si elle est moins bonne que lui, tant pis. Je suis un peu d'accord. Non, je suis un peu d'accord. Moi, je suis hyper féministe, mais il y a un moment, on n'en sait rien. Je veux dire, on ne sait pas les compétences qu'elle a, Madame Ross. Mais on sait très bien. Je ne parle pas du cas en espèce. Je dis que. Si. Vous venez de nous relancer sur. Oui, mais Danone, c'est pas pareil. Non, à compétence égale, on sait très bien qu'à compétence égale, le plafond de verre, c'est ça. Mais non, Michel, c'est absurde. Je suis pas d'accord. Moi non plus. Alors, Éric Verhaeghe. Oui, je voudrais ajouter 2 points. D'abord, dire que moi, qu'on m'explique qu'il faut faire des lois qui décident qui devient patron d'une entreprise privée, je trouverais bien déjà que l'État respecte le droit du travail et respecte ses propres règles. Et l'État est quand même le premier employeur de France qui ne paye pas ses heures supplémentaires, qui ne met pas de femmes au pouvoir et qui ne respecte aucune des règles qu'il impose aux entreprises privées. Et 2, on est un pays de libre entreprise, ou en tout cas on essaye de l'être. Donc si les femmes sont frustrées de ne pas avoir le pouvoir dans les entreprises, qu'elles créent la leur et qu'elles deviennent patronnes. Personne ne les en empêche. Voilà. Allez, en tout cas, en politique, on a résolu le problème, puisqu'il y a la loi sur la parité, et qu'on nous oblige effectivement sur toutes les campagnes à avoir un homme, une femme, un homme, une femme. Et je veux dire d'ailleurs qu'au final, moi qui étais plutôt contre, dans notre parti, on a plus de candidats de femmes maintenant que d'hommes, notamment dans les élections locales. Alors, donc pourquoi pas? On va passer au coup de cœur d'Éric Verhaeghe. Oui, alors moi je suis c'est vrai que je pense que dans ce monde où on parle de tout en permanence, je pense qu'il faut suivre quelques points clés et je voulais lancer un coup de cœur au Sénat, chose une fois n'est pas coutume, puisque le Sénat est parvenu à vider de sa substance cette horrible idée macronienne venue d'on ne sait où, qui s'appelle le pass sanitaire. Donc grâce à un travail de fourmi, ce pass sanitaire ne servira à rien et ne sera utilisé par personne. Et ce travail de fourmi a été réalisé par la commission des lois au Sénat et par Philippe Bas, que je n'estime pas toujours, mais je trouve qu'on a fait œuvre du bon sens français, qui est de combattre une décision royale, monarchique, par un travail de fourmi qui vide les décisions de leur substance. Je trouve ça très bien. Oui, Judith. Moi, je suis très partagée sur le pass sanitaire. En fait, je serais plutôt pour qu'un pass sanitaire correct et fiable, c'est-à-dire dont on soit persuadé que les données ne soient pas captées. Et on sait qu'en matière de sécurité des données, l'État n'est pas un champion. Un pass sanitaire qui soit assumé par le gouvernement. Je rappelle que Olivier Véran et je crois bien Jean Castex avaient dit jamais on mettra le pass sanitaire. Pour les auditeurs, je précise, pass sanitaire, c'est vaccin ou test. C'est pas vaccin obligatoire. Et assumer jusqu'au bout, ça veut dire que si on considère que le vaccin et le test sont les meilleurs moyens de combattre l'épidémie, eh bien, il faut le mettre dans tous les lieux où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est-à-dire, alors là, je vais me faire détester, y compris les restaurants, y compris les magasins. Si on a eu le Covid depuis moins de 6 mois, ça marche aussi. Oui. Moi, je suis très partagé sur ce pass sanitaire. Au départ, j'étais plutôt contre, parce que c'est une entrave aux libertés individuelles, on nous oblige, etc. Et puis finalement, on n'a pas d'autre solution. Si on est sûr que le QH code est uniquement la vaccination, pas la vaccination, notre nom et notre prénom, et c'est pas plus, je dirais aujourd'hui, on sera bien content d'aller en discothèque en montrant notre pass sanitaire. Alors les restaurants, peut-être pas,
mais on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. J'en vois pas d'autres. Voilà. Oui, Michel Taube. Ma position, elle est un peu comme dit Judith, mais avec une réserve. C'est que je serai pour le pass sanitaire le jour où tous les Français seront vaccinés, bien sûr. Non, ce seront vu proposer un vaccin. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans une pénurie de vaccins et que forcément, il y a a pas que le vaccin, il y a le test. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez faire des tests antigéniques ou un test PCR qui vous garantit. Ouais, moi, je pense surtout que le pass sanitaire, c'est un luxe que peuvent se permettre les pays qui approchent de l'immunité collective parce que des millions de personnes, une forte partie de la population a pu se vacciner et malheureusement la France en est extrêmement loin. On est en train de rattraper le retard si on est tout à fait honnête. Il faut être honnête. Maintenant, la vaccination est ouverte à tout le monde, je crois. Il n'y a pas de dose pour tout le monde. Non, mais je parle de la pénurie. Il n'y a maintenant, pas. Avec Sanofi, on va avoir un vaccin, enfin. Ça ne sera pas avant 6 ou 12 mois. Ouais. Je voulais juste signaler ce matin, quelqu'un me racontait s'être fait vacciner à l'hôpital. Et alors l'hôpital n'a pas le lien avec tous anti-Covid pour avoir le QR code. Ils n'ont pas encore l'appli, ça va venir. Donc quand vous êtes vacciné dans un centre de vaccination, ça va relativement vite. Vous avez automatiquement le QR code qui vous est proposé. Et même je crois que dans le 7e, c'est Sophie de Menton qui est le fer de lance de ça, il y a même des cartes qui ont été faites avec le QR code. Et même dans le 15e, on peut flasher aussitôt après la vaccination et hop, c'est marqué. Et donc là, non, la PHP, ils ne sont pas encore équipés apparemment. Donc, ils ne peuvent pas émettre. Vive le service public. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant et on parlera de nos policiers, entre autres avec Judith Van Troba tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour débattre, commenter l'actualité. Un petit coup de gueule, vous me permettez, Judith, juste avant de vous donner la parole. Vous savez, Guillaume Rosier, ce jeune homme dont on a parlé même hier encore, qui a réussi, qui a été un de ceux qui ont permis déjà d'avoir des données sur la vaccination, d'avoir des données sur les contaminations, d'avoir fondé Vite ma dose pour pouvoir récupérer des doses de vaccins perdues. Donc plusieurs personnes réclamaient la Légion d'honneur. Et hier, le ministre de la Santé, qui était chez nos amis de BFM TV, a répondu que non, il n'avait pas 36 ans, donc c'était pas possible, mais que s'il voulait l'ordre du mérite, il pouvait toujours déposer un dossier. Parce qu'il y a un âge pour avoir la Légion d'honneur ? Apparemment, oui. Ah bon, c'est nouveau ça. Voilà, je pense que... C'est possible qu'il y ait un âge, mais enfin, je vois surtout dans la réaction d'Olivier. Pour les vivants. D'Olivier Véran. Il y a un âge. Pardon ? Le dépit. Attendez, pas tous en même temps, Michel. Je vois surtout dans la réaction d'Olivier Véran le dépit qu'une initiative privée réussisse là où l'État a échoué où la politique publique a échoué sous sa direction. Oui. Michel Taube. Je disais, ils peuvent changer la loi. Ils savent très vite changer les lois lorsqu'il se passe. Quand il y a un attentat, on l'évoquait tout à l'heure hors antenne. On discutait avec Judith, le jeune de l'hypercachère qui avait, je crois, 19 ans, il a eu la Légion d'honneur. Oui, absolument. Eric Verhaeghe ? Oui, je disais que la limite d'âge est généralement pour les vivants. Oui. Quand on est mort, on peut décorer quand on veut, mais quand on est vivant, il y a en effet des règles de dépôt. Alors, il peut être dans la promo du président, me signale Guy, il peut n'avoir que 18 ans si c'est le président qui décide de lui donner la Légion d'honneur. Donc, on espère qu'Emmanuel Macron sera sensible à l'action de ce jeune homme. Je suis un petit peu Twitter en même temps. Vous savez où elle est, Anne Hidalgo? En ce moment, elle est à Douai. Donc, la colline du Crac, inutile de vous dire. Dites donc. Mais elle est en campagne électorale, alors délaissée complètement Paris. Entamée à Douai, elle poursuit son tour de France en Ardèche. Elle visite une exploitation viticole. Alors qu'elle avait promis d'être une mère à plein temps, elle se balade dans toute la France et dans le monde entier. Elle se balade. Encore un petit coup de gueule avant Judith, parce qu'on enchaînera sur les policiers après. Le docteur Jean-Paul Hamon est poursuivi par l'ordre des médecins. Enfin, il est convoqué par l'ordre des médecins pour manquement grave à la déontologie par le chanteur Francis Lalanne, parce qu'il l'avait traité d'abruti. Alors ce hashtag Lalanne abruti est monté entêté sur les réseaux sociaux, puisque beaucoup de médecins, de gens qui soutiennent Jean-Paul Hamon ont continué ont retweeté pour protester. Enfin, si le Conseil de l'ordre, on ne va pas se prononcer sur le fond parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais
le Conseil de l'ordre n'a rien d'autre à faire. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai tweeté en réaction dès que j'ai vu ça. Ouais. Surtout que le Conseil de l'ordre, il faut se rappeler quand même de certaines actions qu'il a eues, de certaines mesures disciplinaires, et notamment, je me souviens que des médecins avaient signé au Figaro une tribune pour dénoncer le charlatanisme de l'homéopathie, et le Conseil de l'ordre les avait condamnés pour défaut de confraternité. Absolument. Alors, le Conseil de l'ordre ferait bien de se demander où il est. Et oui. Éric Verhaeghe. Ça me fait rire, puisque d'ailleurs, à cette occasion, le Conseil de l'ordre avait sanctionné l'époux de Emmanuel Vargon, Mathias Vargon, qui est l'un des activistes de ce mouvement qui dénonce le prétendu charlatanisme de tout ce qui n'est pas allopathie. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais Je ne partage pas le prétendu sur l'homéopathie. Mais bon. Judith, qui à une époque était libérale, il y a longtemps, je voudrais quand même répondre sur cette histoire, parce que je sais que ça pique au vif chaque fois, notre amie Valérie. C'est que les médecins jugent les autres comme les chauffeurs de taxi jugent les Uber. Tout ça, c'est une affaire de concurrence commerciale. Mais vous qui êtes uniquement de volonté de tuer le marché. Je pense qu'il y a des constats. Pardon, Éric, vous qui êtes soi-disant toujours libéral, vous devriez être pour une concurrence non faussée, c'est-à-dire que l'homéopathie ne soit pas remboursée par la sécurité sociale. Moi, j'ai applaudi au fait que l'homéopathie ne soit plus remboursée. Mais c'était ça le combat des médecins. Oui, mais sauf qu'ils l'ont pas présenté comme ça. Ils ont fait une équation, mais on ne va pas s'éterniser dessus. Ils ont fait une équation entre le fait d'être sérieux et d'être remboursé par la sécurité sociale. Pour moi, ma conviction, c'est qu'être remboursé par la sécurité sociale est souvent un signe de charlatanisme. Ça, c'est une accusation générique et gratuite. Franchement, facile. À ceux qui prenaient le Mediator étaient remboursés. Ils en sont morts. Oui, personne n'a moufté. Vous voulez qu'on fasse la liste Oui, on peut faire la liste de tous les médicaments remboursés par la Sécu et qui sont ou inutiles ou dangereux pour la santé. Oui, on peut faire la liste inverse aussi. Pour l'homéopathie on peut faire la liste aussi. On ne va pas rentrer dans le débat de l'homéopathie. Michel Taube, un mot rapidement. Non. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour rappeler à l'Ordre national des médecins et à beaucoup de médecins 2 phrases très courtes du serment d'Hippocrate qui sont « Je n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences » et un peu plus loin « Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences ». Et ceci pour dire que… Pensez à qui voilà, ça s'adresse à tous les médecins qui, honnêtement, se sont beaucoup trop répandus dans les médias, qui en disent souvent, pour certains d'entre eux, tout et n'importe quoi. Mais évidemment, le serment d'Hippocrate ne peut pas être opposé à des médecins qui vont sur les plateaux se répandre sur ce qu'ils ne savent pas. Mais quand même, je pense qu'en termes de déontologie, cet organisme a beaucoup manqué depuis la crise Covid. Alors, Judith, enfin, ce coup de gueule. Alors, ce coup de gueule, c'est contre Pierre Garzon, maire communiste de Villejuif. Villejuif est une ville d'un peu moins de 60 000 habitants, banlieue parisienne, à 20 minutes de Châtelet par la ligne 7 du métro, où la délinquance, les violences aux personnes est en moyenne plus élevé que dans le département du Val-de-Marne où est Villejuif. Il y a 4 domaines où ils font moins, c'est la délinquance financière. Mais tout le reste, ils font pire. Et la meilleure idée du maire, l'idée du maire pour lutter contre ces violences et cette délinquance, c'est de enlever à la police municipale toutes les armes intermédiaires, taser, LBD, et la brigade canine, et de remplacer tout ça par des brigades du cadre de vie chargées de lutter contre l'incivilité en expliquant c'est pas bien, et avec des médiateurs. Et alors, le pompon de l'histoire, c'est que comme on est toujours sous Vigipirate, la police municipale garde ses armes de service. C'est-à-dire que quand un policier municipal se sentira en danger, il pourra sortir son arme, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien entre je sors, je tire une balle, et je fais la leçon avec ma brigade de médiation. Et quelle est la justification du maire de Le maire dit Villejuif que voir des policiers avec ces tasers, cette brigade canine et ces LBD génère de la sécurité.
Bon, c'est pas pire qu'à la mairie de Paris où on a une future police municipale qui ne sera pas armée, qui ne sera il n'y aura que le nom police municipale derrière. Ils auront juste une bombe lacrymogène et un bâton, et qu'ils auront par contre le mot police et qu'ils iront dans les quartiers difficiles. Ils vont être pris pour cible. Voilà, on est dans le ridicule à la mairie de Paris. Et c'est pas pire qu'à Lille où Martine Aubry a attendu mars dernier pour implanter les premières caméras de vidéosurveillance. Et donc, comment ils vont faire quand ça se passera comme à Argenteuil ils tireront à balles réelles. Et on attendra encore une faute grave, je dirais même un meurtre d'un policier attaqué à la Goutte d'Or ou ailleurs, pour que la mairie de Paris réagisse et dise j'ai fait une bêtise, j'arme très vite mes policiers, parce qu'ils n'auront aucun moyen de défense demain s'ils sont attaqués. De toute façon, la police municipale à Paris, elle ne servira qu'aux incivilités. Crotte de chien, nuisance sonore et compagnie. Donc je vois vraiment pas l'intérêt. C'est ce qui existe déjà avec la DPSP d'ailleurs. Oui, c'est déjà le cas. Allez, Éric Verhaeghe. Oui, alors la dernière fois que je suis allé à Villejuif, c'était il y a 3 semaines. Ouais. J'ai effectivement assisté à un délit de fuite après une agression. Et je pense que c'est pas drôle, Villejuif. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des quartiers où ça tape dur, et je suis un peu étonné de la décision du maire, parce que c'est vrai qu'il y a des banlieues qui ne sont pas simples. Villejuif n'est pas la pire, mais je pense que c'est dégradé depuis quelques années. Mais voilà, il fera partie des maires qui ne seront pas réélus dans 6 ans. Oui, des maires communistes. C'est un peu l'inverse du tolérance zéro ou de ce qui avait été appliqué à New York par Giuliani. Oui. C'est-à-dire que, au contraire, c'était réprimer chacune des incivilités, être là à chaque fois. C'est assez incompréhensible. Et autant il peut y avoir tout à fait un débat sur les LBD. Moi, je conçois très bien que les adversaires du LBD qui disent que c'est pas du tout une arme adaptée au maintien de l'ordre et à la répression des violences, mais sur le taser, par exemple, c'est-à-dire le pistolet électrique, je ne comprends pas le débat. Mais on est là à l'inverse de ce qu'on demande, parce que là, on est dans les studios de Sud Radio, mais juste de l'autre côté de la Seine, je vous rappelle qu'il y a la dalle de Beaugrenelle, où il y a eu l'affaire Yori, et c'est une dalle dont je m'occupe, on est en train de faire un audit de sécurité, et les habitants demandent quoi? Les retours des maîtres chiens sur la dalle, pour justement calmer la dalle, éloigner les jeunes qui se regroupent, et parce que une brigade canine, ça fait peur, et ça peut éloigner des jeunes qui se regroupent. Alors on est à l'inverse de ce que... Michel Taube. Juste une nuance sur ce qu'a dit Éric. Éric, le maire d'Ivry, a été réélu il y a 1 an. Mais il y a de moins en moins de maires communistes. Oui, ils disparaissent de plus en plus au fur et à mesure quand même. Non, mais il y a aussi une complaisance, que je veux dire par là, il y a aussi une complaisance mêlée de clientélisme entre certains élus locaux et certaines parties de la population de ces communes pour justement, au nom d'un vivre ensemble... Tu veux dire les mouvements musulmans? C'est eux que tu vises. On peut le dire de plein de manières différentes, mais voilà, il y a aussi une sociologie qui ne correspond pas aux valeurs qu'on défend ici. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de cette manifestation des policiers demain à laquelle va participer le patron de la police, le ministre de l'Intérieur lui-même. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Alors donc le ministre de l'Intérieur a décidé qu'il se joindrait à la manifestation des policiers demain, 2 semaines après le meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon, un petit peu partout en France, des policiers, c'est surtout devant l'Assemblée nationale demain que des policiers doivent se rassembler à l'appel des syndicats qui veulent plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. Hier, Gérald Darmanin a justifié sa présence de cette manière. Écoutez. La colère des policiers, elle est légitime, madame, parce que quand ils sont attaqués sans cesse par une partie de la classe médiatique, lorsqu'ils ont connu depuis 10 ans le terrorisme, dont ils ont été les premiers ciblés, dont ils ont connu évidemment 1 an de violence de la part d'une partie des Gilets jaunes, tous ces samedis, puisqu'il y a eu plus de 8000 blessés, policiers et gendarmes. Et je serai mercredi lors de cette manifestation, parce que c'est une manifestation pour la République, que celle des policiers, pour leur dire qu'effectivement nous sommes tous ensemble dans le même bateau pour lutter contre l'insécurité.
Alors le tweet d'Arnaud Benedetti qu'on connaît bien ici qui dit: Darmanin restera dans l'histoire comme l'inventeur d'une nouvelle figure, le ministre qui défile contre sa propre politique, c'est ce que j'allais dire. La politique par l'absurde, une étrange schizophrénie. Oui, c'est ça. Oui. Il va défiler contre lui-même. C'est le en même temps poussé à son paroxysme de schizophrénie. Quand on manifeste, c'est contre le patron, c'est contre. Exactement. Donc là, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est la question qu'on peut se poser justement. C'est qui Raoult? Non, c'est de la. Pardon. Je finis, Eric. Non seulement c'est de la schizophrénie, mais en plus c'est de la démagogie pure. Hein. C'est en fait Gérald Darmanin se souvient, puisque le souvenir est encore récent et cuisant, du traitement infligé par les policiers à son prédécesseur Christophe Castaner, qui est parti avec l'hostilité de tous les gens qui comptaient sur lui pour qu'il s'occupe d'eux. Darmanin veut absolument éviter ça, donc il confond les rôles. Judith a raison, il n'a qu'une trouille, c'est de perdre la confiance des policiers et d'être dans la même situation que Castaner, donc il va défiler, mais enfin, il va défiler contre lui-même. Moi, j'irai en tant qu'élu défiler, mais alors, défiler, le ministre qui défile contre lui-même, c'est aberrant. C'est première dans l'histoire de la Ve République. Quelqu'un nous dit: j'espère qu'il va se faire tabasser, tiens. Il a intérêt à avoir un service d'ordre de sécurité. Non, mais très sérieusement, je pense que le comité d'accueil va être... il va être sifflé, je pense, oui. À une des huées et à des conditions d'accueil déplorables. Donc je pense que c'est une très très mauvaise idée et je ne suis pas si sûr qu'il sera présent longtemps dans ce rassemblement. Je pense qu'il va être exfiltré assez rapidement. Éric Vérac, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'il a raison peut-être de montrer qu'il est à côté de ses troupes? Oui, mais en réalité, j'essaye. Non, mais c'est bien, c'est un morceau de bravoure, Valérie. Vous aurez peut-être la Légion d'honneur après ça. J'ai plus de 36 ans, ça va. Ça ne se voit pas. Merci. Et donc, je suis un peu perplexe parce qu'on se demande si cette génération dont Macron s'est entouré, cette génération, en tout cas cette cohorte de gens, a bien compris que ministre, c'était pas un métier d'intermittent du spectacle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire de la représentation devant le bon peuple, c'est à un moment donné, il faut prendre des décisions et les assumer. Et je crains que cette notion de prise de responsabilité, elle échappe aujourd'hui à la classe politique qu'on voit. Alors, il faut savoir qu'en arrière-fond, le directeur général de la police nationale, qui est l'homme qui tient la police en réalité, et il devrait avoir un ministre pour le contrôler, mais manifestement, un intermittent du spectacle ne sait pas faire ça. Le directeur général de la police nationale est aussi l'époux de la directrice de cabinet du ministre de la Justice. Et donc, on réalise dans cette République cet étrange mélange où on a des élus, des gens qui sont chargés de portefeuilles politiques qui apparaissent comme des commentateurs de leur actualité ou des spectateurs de leur propre action, et le pouvoir est détenu par des fonctionnaires, des technocrates qui prennent les vraies décisions et qui agissent en dehors de tout contrôle de citoyen. Je pense que c'est le signe, le symptôme d'une profonde dégénérescence de la République et d'une profonde fin de règne. Et ce qu'il faudrait, c'est que ça ne s'arrête pas trop tard, parce que tôt ou tard, le réveil va être douloureux. Moi, je suis très troublé parce que dit Éric, parce que c'est tellement grave. Je pense que la consanguinité a toujours été un facteur de décadence. Et là, Éric nous en donne un exemple qui est malheureusement terrible, parce que évidemment la relation entre la justice et la police fait partie des nœuds du problème, et cette information, elle est pour moi capitale pour expliquer où on en est aujourd'hui. Oui. Non, enfin moi je n'enfourcherai pas ce cheval-là. Je vois pas qui devrait abandonner ses fonctions. Alors elle, lui, ils sont pas capables. On en connaît des tas. La consanguinité, elle existe aussi chez les bouchers, chez les charcutiers. Enfin, c'est pas la même chose. Mais elle a moins de conséquences. Elle a moins de conséquences. Qu'est-ce que vous en savez des conséquences? Si ce sont des fonctionnaires qui ont il n'y a pas de raison de penser le contraire, qui ont c'est un vrai sujet, je dis, parce que moi-même j'ai été haut fonctionnaire, moi-même j'ai vu des phénomènes de couples qui se constituent, qui se font à la courte échelle, ou pas d'ailleurs, mais j'ai toujours été pour
la déclaration, non pas de patrimoine, mais la déclaration d'appartenance à des réseaux qui sont susceptibles d'interférer avec l'impartialité de l'État. Donc le mariage Et le mariage, c'est un réseau. Par exemple, le mariage ou le concubinage, parce qu'il y a des couples homosexuels, et il n'est pas normal que les citoyens ne sachent pas qu'il y a des réseaux d'intérêt, des réseaux d'influence. J'ai toujours été pour que les francs-maçons se déclarent francs-maçons. J'ai toujours été pour que les gens ne soient pas des faux monnayeurs et qu'on ne fasse pas vivre l'illusion d'une impartialité de l'État alors que dans les faits, elle n'existe pas. Pardon, alors d'abord, vous mettez en cause l'impartialité sur des bases qui ne vous donnent aucune preuve que l'impartialité ne soit pas respectée. Et en plus, moi, je suis surprise de vous entendre défendre le tout transparence comme ça, parce que vous savez bien que, on le voit d'ailleurs avec les déclarations de patrimoine, à partir du moment où on déclare, ça ne calme pas le soupçon, ça l'avive. Et cette façon de concevoir la transparence mène à une société de cloisonnement où la vertu individuelle qui devrait être le principal facteur d'évaluation, parce qu'après tout, peu importe la situation maritale, la situation de couple, c'est la vertu individuelle. Et quelqu'un qui serait marié à une personne qui exerce des activités dans un domaine tout à fait différent, c'est pas non plus une garantie de probité. Je réponds pour que ce soit clair. Moi, je ne dis pas qu'il y a une partialité. Je dis qu'il y a vous venez de le dire. Non, je vais essayer de finir. Il y a une jurisprudence européenne à laquelle nous avons souscrit par les traités qui explique qu'il y a un problème d'impartialité et un problème d'apparence d'impartialité. Et en France, on se traite l'impartialité, on ne s'occupe pas de l'apparence de l'impartialité. Et quand vous avez des gens qui sont mariés et qui ne déclarent pas « nous sommes mariés » et qui exercent des fonctions qui, d'une façon ou d'une autre, les mettent dans l'obligation de partager des dossiers, il faut respecter l'apparence d'impartialité. Donc il faut que les gens... Je fais confiance à la presse pour révéler en général ces liasons. Oui, en général, oui. On a très vite, en général, comme pour le patrimoine... Comment c'est pas possible ? C'est pas possible parce que certains hauts dirigeants politiques sont mariés ou en concubinage avec des grands journalistes, et que ceci, dans les pays anglo-saxons, ne serait pas possible. Parce en général, on le sait assez vite. La presse française est assez vite. Non, comme le dit Eric, non, mais c'est très intéressant, parce que moi, je suis 100% d'accord avec Eric pour les hautes fonctions de responsabilité. Oui, mais les intérêts supérieurs ou les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu. Donc je suis désolé, vous n'avez pas besoin de coucher avec quelqu'un pour avoir pour être compromis ou pour avoir... Voilà, et puis de toute façon, ça fait partie de la déclaration à l'autorité de la transparence. Il y a des gens qui ont vous parlez de journalistes et de politiques. En général, quand ils sont en couple, c'est déclaré. Ça se sait très vite. Par contre, il y a des relations peut-être un petit peu plus underground qui ne se savent pas forcément, sans forcément qu'il y ait de relations sexuelles. Mais on s'est éloigné un petit peu de notre sujet, mais c'est un sujet tout à fait intéressant. Le gouvernement profond. Gouvernement profond. Sur les policiers, je voudrais qu'on revienne aux policiers quand même. 9516 policiers, gendarmes ont déclaré avoir été blessés ou s'être blessés en service. Alors on a les chiffres de 2018. C'est une augmentation importante. Et puis donc ces policiers manifestent également pour plus de sévérité dans les peines des agresseurs de policiers. Il y a une banalisation depuis quelques années de l'attaque des policiers. Il y a quelques années, on affrontait l'État en mettant des graffitis sur les préfectures ou sur les commissariats. Aujourd'hui, on attaque les policiers directement. Et surtout, ça devient presque un jeu parce qu'on met en scène l'attaque des policiers, on met en scène l'attaque des commissariats sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça devient presque un jeu. Il y a une banalisation terrible de l'attaque de ces policiers. Et puis il y a une complicité politique. Je parlais tout à l'heure du maire communiste de Villejuif qui veut désarmer les policiers. C'est aussi une proposition de Jean-Luc Mélenchon qui alimente, et la France Insoumise, qui alimente la haine anti-flic à chaque fois qu'il en a l'occasion. De même que certains médias. Je pense à Mediapart, je pense à Libération, je pense au Monde parfois. Oui. Alors, il y a des annonces qui ont été faites sur le renforcement des périodes de sûreté pour crimes contre un policier, mais on ne parle pas de
l'origine, c'est-à-dire dès le caillassage. Comment on tolère ce qui s'est passé encore à Argenteuil, ces cocktails, enfin pas ces mortiers qui sont envoyés, il y en a tous les jours pratiquement partout en France et il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Non, et puis surtout, comme d'habitude, et ça a été pareil pour François Hollande, ça a été pareil pour Nicolas Sarkozy, on attend la dernière année du quinquennat, on est à 1 an de la présidentielle pour annoncer qu'on va construire des places de prison, des places de centres éducatifs fermés. C'est le même cirque à chaque fois. Ouais. 2,8% des affaires transmises à la justice aboutissent à des condamnations à de la prison ferme et 45% des personnes condamnées à de la prison ferme ne sont toujours pas en prison 6 mois après. C'est la longueur aussi de l'exécution des peines, la lenteur de la justice. Oui, Michel Taube. Moi, je voudrais juste compléter en disant qu'il n'y a pas qu'une responsabilité politique, il y a aussi une responsabilité des juges. C'est-à-dire qu'il y a un laxisme des juges et des décisions des juges qui sont quand même en grande partie souverains dans les décisions qu'ils prennent. Et donc, le code pénal offre tous les moyens, déjà, la plupart du temps, pour les juges d'être très fermes dans les décisions qu'ils prennent, dans les jugements qu'ils prennent, et ils ne le font pas. Et l'exaspération des policiers vient aussi de là. Si vous prenez, par exemple, il y a un député de La République En Marche, François Jolivet, qui vient de proposer une proposition de loi, oui, pénalement les parents pour les infractions commises par leurs enfants. Mais en fait, toutes les dispositions sont déjà dans le code pénal. Les juges pourraient déjà prendre des mesures très sévères à l'encontre des parents qui laissent leurs enfants aller commettre les actes qu'ils commettent. Donc, c'est les juges aussi qui sont en cause. Et il y a un problème du côté de la culture des juges en France qui, encore une fois, exaspèrent. Ça, je suis culture et politique. Et pour renchérir sur Michel Taube, j'ai entendu très récemment Luc Rosenzweig, ancien juge pour les enfants, très connu pour les enfants à Bobigny, que les délinquants appelaient le Père Noël. Il le savait d'ailleurs, j'en ai discuté avec lui, le Père Noël, tellement il était gentil et peu répressif. Tout récemment, il y a quelques jours, j'ai échangé avec lui sur un plateau télé. Il m'a sorti froidement que élever des enfants, c'était une co-responsabilité entre les parents et l'État. Et que donc, il fallait interroger l'État quand un enfant était délinquant et le mettre en cause. Là, on touche on est dans l'aberration. Là. On touche un problème très important qui est la justice des mineurs et qui aujourd'hui ne répond pas. Il y a une différence entre ce que demande souvent le parquet et la décision du juge. Je vois pour les affaires de Rix et je vois dans les affaires de Rix, souvent le parquet demande des interdictions de paraître, par exemple pour des gamins sur des territoires après avoir fait des bêtises. Le juge finalement ne l'applique pas. On demande des travaux d'intérêt généraux. En général, le juge ne suit pas et se contente d'un simple rappel à l'ordre. Ouais. Alors que moi, ça va être supprimé, le rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre va en plus être supprimé. Non, moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises. Je pense même, par exemple, qu'il faudrait peut-être réduire l'âge pénal à 13 ans, pourquoi pas, ou mettre fin en tout cas à l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans. Ouais. Voilà des mesures qui devraient être prises rapidement pour ne pas excuser et puis rendre justice. Il y a vraiment un problème de la justice pour les mineurs aujourd'hui en France. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Éric Vérag, Michel Taube, Nicolas Jeantet et Judith Weintraub. Cher Éric Vérag, j'ai tapé le nom de Frédéric Vaux, j'ai tapé femme et on tombe tout de suite sur le nom de sa compagne qui est secrétaire générale de la chancellerie. Donc c'est officiel. Donc c'est officiel, il n'y a rien de caché. Si vous cherchez les relations. Je ne trouve pas mal que les gens se marient et s'aiment. Hein. Je trouve juste qu'on ne peut pas en France rester éternellement dans une application, un exercice du pouvoir qui est fondé sur un entre-soi. Et que ça pose un problème général. Il va jusqu'où l'entre-soi ? Il va jusqu'où l'entre-soi ? Parce que vous étiez plutôt sur il faut que tout soit transparent. Ça a été transparent, je pense écrit. Vous êtes allé chercher, vous ne le saviez pas. Donc si je ne l'avais pas révélé... Oui, mais si j'avais voulu savoir, si je m'étais dit, tiens, ce monsieur Vaux, finalement, avec qui il est marié, c'est quand même le patron de la police, peut-être que, c'est pas très clair tout ça. Écoutez, moi, je pense que ça pose problème dans une république qu'il y ait des couples
qui, d'une façon ou d'une autre, exercent des fonctions sensibles en même temps, qui soient concurrentes de celles des politiques. Et je pense qu'il y a un problème en France de captation du pouvoir par la technostructure. Et là, on en a, à mon avis, un exemple qui peut susciter une forme de suspicion. Et je pense qu'on ne réconciliera pas les Français avec leurs institutions. Non, mais il y a une question d'apparence. Tout le monde s'attend à ce que l'État donne l'apparence de l'impartialité. Mais là, vous mettez le doigt dans un truc sans fin. C'est jamais assez transparent. Ce n'est jamais assez transparent. Les autres pays y arrivent très bien. L'Allemagne y arrive très bien. Mais on n'est pas allemand. Ce genre de choses n'existe pas. Il n'y a qu'en France où on s'étonne que les gens nourrissent de la suspicion pour l'État, alors que l'État ne respecte pas des règles élémentaires. En Allemagne, les fonctionnaires ne se marient pas entre eux ? Mais ils n'exercent pas des fonctions sensibles en même temps. Bon, le problème n'est pas que les gens se marient. C'est un vrai débat. Je trouve très bien que les gens se marient. Mais c'est sans fin. Qu'est-ce que vous répondez des relations, je vais mettre incestueuses entre guillemets, mais parfois qu'il peut y avoir entre certaines personnes. Encore une fois, c'est pas parce que vous vivez, ensemble. Oui, il y a une proximité. Il y a un problème en France à ce point de vue. Je pense qu'il y a en France un problème d'entre-soi qui n'a pas de limite. D'accord. Non, mais bon, je voulais juste faire ce petit... Non, Cédric, comme d'habitude, seul le petit milieu parisien sait, je ne savais pas, j'ai tapé le nom du directeur général de la police, je suis et femme, et je tombe sur cette information. Donc, c'est accessible à tout le monde. Je voudrais qu'on parle un petit peu des LR quand même, parce que vous attendiez ce sujet depuis hier. Je sais que vous êtes très impatient. Il nous reste peu de temps. Le feuilleton continue. Donc, Nadine Morano annonce qu'elle ne votera pas pour la liste LR de Jean Rottner dans le Grand Est. François-Xavier Bellamy, lui, a déclaré que s'il vivait en PACA, il s'abstiendrait. Et la fédération LR des Alpes-Maritimes, dirigée par Éric Ciotti, a retiré son soutien à Renaud Muselier. Retrouvez-vous vos petits dans tout ça, Judith? Non, mais la grande spécialiste. Voilà. Quand on essaie de le prendre un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'il arrive à la droite française, qui est arrivée en fait à la droite britannique, aux conservateurs britanniques, quand Tony Blair est arrivé au pouvoir. De mémoire, ils ont eu plus de 10 ans, la droite anglaise, à renouer avec le pouvoir. Pourquoi ? Parce que Tony Blair leur a appliqué leur programme. Et qu'ils se sont trouvés totalement démunis jusqu'à ce que Blair devienne impopulaire et enregistre des échecs politiques. Ouais. Il y a des moments comme ça où quand le coucou a pris votre nid, c'est très très compliqué de se reconstruire. Ouais. Il faut rajouter que les républicains n'y mettent pas du leur, ils font tout ce qu'ils peuvent pour embrouiller les choses, pour être eux aussi dans le en même temps, dans les semi-habiletés, dans l'ambiguïté, alors qu'ils devraient se demander et s'efforcer de se doter à nouveau de ce qui fait la base d'un parti politique. Laissons de côté l'incarnation, parce que ça, c'est le problème. C'est un vrai problème chez les LR. C'est un vrai manque d'incarnation. C'est un vrai problème, mais qui ne sera pas... il n'y aura pas de problème. Qui ne sera pas résolu tout de suite. Ils n'ont pas de principe fondateur, pas de cadre de projet, pas de projet et pas de stratégie législative, et pas de stratégie politique. Donc pas de... Vous aurez rien, quoi. Judith, je vous trouve un peu vache. Pas de chef, pas de principe, pas de projet, pas de stratégie. Oui, pas de chef, Jacob. Bon. Non, il manque une vraie incarnation. Un parti politique doit aussi faire rêver. Et il manque, je dirais pas ce François Barouin qui pouvait être l'incarnation et vers lequel tout le monde se serait finalement tranché. Mais il manque aujourd'hui un rêve, donc une incarnation chez les LR. Alors après, l'histoire de PACA est beaucoup plus compliquée que ça. Juste à l'instant, LR soutient Muselier malgré son erreur d'analyse politique. Oui. L'histoire de PACA est très compliquée. Il faut savoir que Muselier n'est pas le président finalement sortant, qu'Estrosi était au départ le président. D'ailleurs, il est toujours président exécutif de la région. Et puis il y a un jeu d'Estrosi. Estrosi veut absolument impliquer LREM dès le premier tour, parce que Christian Estrosi, au lendemain des régionales, va partir avec quelques grands élus, dont Hubert Falco, le maire de Toulon, pour lancer, j'imagine, une tribune dans le Figaro peut-être, pour appeler à soutenir Macron, parce que Estrosi rêve de devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais alors que finalement, Muselier, je pense, au fond de lui-même, a qu'une envie, c'est de partir tout seul au premier tour, et puis de voir ensuite, à la fin du premier tour, ce qui se passait, s'il y avait une alliance avec LREM pour le deuxième tour ou pas. Michel Taube.
C'est Philippe Vasseur qui avait été ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac il y a longtemps. Journaliste aussi d'ailleurs. Retiré de la vie politique, qui avait écrit le livre La droite la plus bête du monde. Je pense qu'on en a un épisode de plus. Non, je pense que ce qui est en train de se jouer là, avec les régionales et les départementales, c'est une forme de primaire ou d'avant-goût de ce qui va arriver au présidentiel. Et le résultat des courses, c'est qu'on va pouvoir compter le soir du 27 juin le nombre de régions qui seront passées à l'extrême droite. Nadine Morano, elle est quand même un peu hypocrite. Elle dit qu'elle ne va pas voter Rotner. Et pour qui va-t-elle voter ? Pour qui va-t-elle voter ? Elle va s'abstenir. Elle va s'abstenir. Voilà, elle va s'abstenir et puis avec une forte tentation de... et c'est le message en fait qui va être à mon avis entendu par les électeurs de droite, c'est que allez, votez extrême droite. Et donc je pense qu'au final... on verra le nombre de régions qui vont basculer, qui peuvent basculer. Je pense qu'ils peuvent basculer. De même, en Bourgogne-Franche-Comté, ça va aussi être extrêmement serré. Je pense qu'on va avoir un avant-goût, encore une fois, le mois prochain, de ce qui se prépare pour les présidentielles. Éric Verhaeghe. Oui, alors, on risque d'être assez surpris par les résultats d'ailleurs, et les razzias qui risquent d'avoir lieu. Je suis fasciné de voir comment les républicains se sabordent d'abord et en sont au degré zéro de la politique. C'est-à-dire qu'on a une succession de gens qui sont candidats à plein de choses et il n'y en a pas un qui a un programme ni une proposition forte qu'on retiendrait, à part défendre, à part les lire. Et donc, là-dessus, je pense que c'est l'illustration, une fois de plus, de l'incapacité des élites françaises à se discipliner et à prendre du recul sur leurs propres pratiques. C'est la même chose pour le Parti socialiste, d'ailleurs. Oui. Les deux grands partis gauche-droite. Les Français sont spectateurs d'une caste de gens qui se battent pour des postes et qui passent leur temps à leur donner des leçons de morale sur « faut pas le Front National, faut pas ceci, faut pas cela, faut être républicain ». Et en réalité, l'éthique de ces personnes laisse quand même pantois. C'est-à-dire qu'aucun n'est capable de se dire... Alors, Xavier Bertrand fait un effort, mais il fait un pari qui mérite d'être souligné d'ailleurs. Mais pour le reste, on peut quand même se dire que le spectacle est hallucinant. C'est un bataille de chiffonniers. Pas beaucoup de fonds et pas beaucoup de chiffonniers. Oui, absolument. À vos souhaits, Judith. Voilà. On se retrouve demain pour d'autres débats. Merci à tous les quatre. Très très bonne journée sur Sud Radio. Merci à vous.